Le Murder Hobo. La blague ambulante. Boba Fett dans un jeu de rôle. Mais quel est le pire personnage que vous avez vu dans une partie de jeu de rôle, quel que soit le système aujourd'hui? C'est ça le sujet. Qu'est-ce qui fait un mauvais personnage pour encourager les gens à faire plus de mauvais personnages, n'est-ce pas, Pépé? Exactement. On parle de mauvais personnages, mais aussi de bons personnages, par exemple. C'est important. Ben oui, c'est important. C'est un peu des jokes quand je dis qu'on va parler uniquement de mauvais personnages. Ça va être révélateur, je pense. Ça va nous dire qu'est-ce qui fait qu'un personnage dans un jeu de rôle est intéressant ou est Mhm. juste viable. Mhm. Absolument. J'ai hâte de voir ce que tu vas dire parce que je t'avoue que j'ai quand même une opinion assez tranchée sur la question. Moi aussi. Puis je pense que pour vrai, c'est un micro détail, des petites affaires que vous pouvez faire. Puis je pense que il y a énormément de personnages qui rentrent dans cette braquette-là acceptable. Faut juste savoir, ils sont où, les paramètres d'acceptabilité sociale. Et où la limite? Et Qu'est-ce qui où est la à ne limite? pas dépasser? Fait qu'écoute, Pierre-Philippe, avant d'avoir cette discussion corsée sur les personnages, l'art, les histoires, le Mhm. récit, Mhm. Oui. comment ça va, toi? Oh, ça va bien. Ça va bien. Je suis content qu'on enregistre ensemble un action bonus parce que ça faisait un petit bout. Les derniers, on les avait comme enregistrés back-à-back un peu. Fait que je suis comme content. Ça me replonge. Tout un petit plaisir. Je suis content parce que les gens aiment ça. On a eu des bons commentaires. Tout le monde aime ça. C'est vraiment le fun, puis je dois admettre que c'est vraiment un des formats que je préfère faire. Juste discuter de jeux de rôle, mais pas discuter juste de jeux. Parce que c'est vrai que quand tu tombes dans l'espèce de loop de faire des critiques, expliquer des systèmes, parfois ça peut devenir un petit peu, pas pénible, mais un peu répétitif. De c'est un roll under, c'est un roll over, comment est-ce qu'on joue à ça, comment est-ce qu'on fait le personnage? De juste discuter de notre expérience de vie, de quand tu joues, puis tu vis quoi, tu rencontres un personnage qui te marque pour le meilleur ou pour le pire. C'est le fun d'en parler après. C'est ce qu'on fait, moi, quand je rencontre des rôlistes random. On a tellement d'affaires à jaser sur le Hey man, faut que je te raconte ça une fois dans ma game, il est arrivé ça. Tu comprends? C'est Mhm. le fun, ça. Oui, c'est vraiment juste de la jasette sans nécessairement décortiquer ou devoir afficher tu sais, une opinion forcée ou prononcée ou même définitive d'un sujet. Là. C'est une évolution à mesure qu'on discute et qu'on échange. C'est quand même beau à voir. Ouais, puis je vous invite à participer à la discussion. Si vous nous écoutez sur YouTube, sur Spotify, sachez que sur YouTube, il y a beaucoup de commentaires. Fait que si vous avez envie de juste passer sa vidéo pour apporter votre opinion ou vos perspectives sur la chose, on est toujours bien curieux de lire ça et de vous répondre. Fait que avant d'aller plus avant, je pense que on pourrait faire un petit tour, Pépé. Faire une petite sortie dans un segment que j'appelle le Ah, voyage dans dans l'imaginaire. l'imaginaire. J'aime ça L'imaginaire. dire en même temps à chaque fois. C'est le voyage dans l'imaginaire. Oui, nos lectures rôlistes et non rôlistes. Veux-tu que je commence? Ben ouais, pourquoi pas? OK. Non rôliste, des mes lectures qui ne sont pas de jeux de rôle. Je suis encore en train de lire Notre part de nuit que Marika Guilbeault-Brissette m'a prêté parce que c'est Hum, un fichu de gros livre. Puis je n'ai pas hum. fini, puis je lis lentement. Mais j'ai besoin de changer des fois en parallèle parce que sinon je me tanne. Fait qu'en parallèle, je lis également un livre que j'ai acheté quand j'étais en Ontario. J'étais en Ontario il y a quelques Hum. semaines et j'ai acheté le livre Red de Oh, David Demchok. Tu connais ça? OK. Non, ça me dit rien. C'est vraiment c'est très cool. C'est comme un genre de Seven un peu. C'est basé en partie sur une histoire vraie en Ontario, en fait, directement à Toronto. Il y a eu des meurtres dans les quartiers LGBTQ dans Hum. les années 80, 70, et des gens qui se sont fait tuer. Puis à cette époque-là, la police n'était pas vraiment intéressée, ou du moins braclait un peu les enquêtes en assumant que c'était souvent des crimes passionnels ou des choses comme ça.
Alors qu'au final, c'était possiblement une seule et même personne qui commettait tous les meurtres. Oh. Et le livre part sur une. Tu sais, le livre est entrecoupé de segments de l'auteur qui fait mention de son expérience dans justement les quartiers LGBTQ à Toronto dans ces années-là. Et les autres chapitres, c'est une histoire qui embarque quand même dans la fiction, puisqu'on commence à penser que le meurtrier a quelque chose de surnaturel. Tu sais, est-ce que c'est Hmm. comme un être vivant ou est-ce que c'est comme plus une espèce de tu sais, une aura, une ombre qui plane dans ces quartiers-là? On ne sait pas trop encore, mais c'est très cool. C'est très, très cool. Très bon. Ben, Et chouette, ouais. ça donne le goût, hein? Avoue, j'étais quand même bien vendu ça. Ben, les trailers, là, il faudrait que je m'en retape quelques-uns parce que c'est toujours intéressant. Pour une bonne lecture d'été, Un bon thriller. Et mon autre lecture d'été, qui n'est pas un bon thriller et qui me donne bien mal à la tête, je t'avouerais, c'est ceci que je te montre. Oh! Changeling, Changeling, la 20e édition. Le songe, Changeling, le songe, 20e édition anniversaire. C'est un beau casse-tête ce que je lis. Et ma seule expérience dans le monde de World of Darkness, c'était avec toi dans Mage. Oui! Je sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette péripétie-là. Mais c'est bon, en date, j'aime ça. Mais c'est costaud. C'est C'est des ça. fées, du C'est les lore! fées. Le Il y lore. en a du lore. Ah, il y en a un pour il y en a pour les fins et les fous. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ce que je lis ces temps-ci. Mais j'aime ça, c'est bon. Puis toi, Nice. Pierre-Louis, qu'est-ce que tu lis? Ben, moi, je suis dans une campagne en ce moment de Spire, le jeu de rôle. Puis, Ouais. j'ai cherché sur Reddit un petit peu de l'inspiration pour la campagne. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, Hey, je viens de lire ça. Puis, c'est l'affaire la plus proche que j'ai lue d'un fanfiction qui se déroule dans Spire. Ça s'appelle The City of the Last Chance, of Last Chances. Puis c'est de Adrian Tchaïkovski. C'est une trilogie. C'est la trilogie des tyrans philosophes. Puis l'idée, c'est que ces romans-là, City of Last Chances, c'est le premier. Puis c'est l'histoire d'une ville qui s'appelle Ilmar, qui est pris en occupation par une force militaire. Puis c'est dans un monde fantastique. Fait qu'on est dans du fantasy, quand même assez high fantasy, là, il y a de la magie, etc. Sauf que les pairs qui ont pris possession de la ville, fait qu'il y a une armée d'occupation, puis il y a tous les citoyens de Ilmar qui doivent vivre sous le joug de cet empire-là. Ben, les pairs, eux autres, ils ont toute une philosophie de vie pour rendre le monde meilleur. Fait que toutes leurs démarches politiques et militaires ont pour but de rendre le monde plus parfait. Fait que déjà, politiquement, c'est vraiment très creepy. Mais c'est drôle. Tout le livre est infusé de l'humour d'Adrien Tchaïkovski. Pour ceux qui connaissent l'auteur, c'est vraiment un gars un peu flyé qui écrit dans toutes sortes de genres. Puis, tu sais, par exemple, les Perles, quand ils arrivent dans la ville, ils veulent supprimer toutes les religions puis les superstitions parce que ça n'a pas de sens. Comment ça peut exister, ces histoires-là de religion, toutes ces religions-là différentes qui se contredisent? Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous les éléments magiques, divins qu'ils peuvent trouver, puis ils les détruisent, puis ils les infusent pour faire des guns. Ouais! Fait que les guns de l'armée fonctionnent avec la magie diffuse d'anciens dieux détruits. Puis, il y a tellement de trucs weird. Genre, il y a un prêtre qui est le dernier prêtre de sa religion. C'est le premier personnage par lequel on rentre dans cet univers-là. Puis ce pauvre gars-là, c'est le dernier prêtre d'un dieu qui est devenu tout petit. C'est un tout petit dieu qui a des tout petits, des tout petits dogmes un peu absurdes parce qu'il n'y a plus personne qui le vénère. C'est le dernier prêtre. Fait que Dieu, c'est une vraie personne miniature qui vit dans sa maison qui chiale tout le temps parce qu'il se rappelle toujours du temps où, hey, dans le temps, quand on bâtissait des cathédrales, puis Thorgold, le dieu taureau, et qu'on s'est affronté avec ce dieu-là. Je me souviens de cette époque-là, c'était mais. Puis là, il C'est chiale tout le donc temps. bien drôle. C'est drôle, il veut une couverte. Il n'y a pas assez de couverte. Fait que là, il faut que le prêtre sorte dehors, acheter une couverte, puis il faut qu'il la brûle en rituel pour que son dieu ait une couverte. C'est très drôle, mais ça aborde aussi quand même des thématiques. Tu sais, il y a une belle courbe de révolution dans ce roman-là. Il y a beaucoup de magie. Il y a, c'est très, très inspirant. Puis pour ceux qui ont envie de jouer à Spire, ça donne vraiment un aperçu de qu'est-ce que ça peut être une révolution dans un monde magique. Ça peut devenir vraiment fucké.
Puis non, j'ai bien aimé ça. Puis là, j'ai Très cool. commencé à essayer de lire Ars Magica. Oh mon Dieu. Ouais, c'est le jeu de rôle où tu joues des magiciens et toute la cellule de l'école de magie. Fait que t'as comme 36 personnages que tu crées. T'aimes-tu ça? Ben, les idées me font vraiment de l'œil. L'idée de créer une école où tous les joueurs ont un magicien qui est leur personnage principal, des serviteurs, des grogs qui sont juste comme le mendiant qui vit dans l'école, le cuisinier, la bergère. Moi, ça me fait mourir de rire. Mais le système est très, comment dire, un petit peu, il date un petit peu encore. Tu sais, c'est le genre de système qui me fait penser à Pathfinder ou la troisième édition, là. Mhm. Faut que tu fasses des maths. Ouais, 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 je vois le genre. Je vois exactement le genre. OK, là, il Mais, faut falloir que je pogne 35, mais ça va être correct parce que là, j'ai un bonus de plus 10 avec ça. Si toi, tu m'aides, j'ai un bonus de plus 2. Toi, tu m'aides, j'ai un bonus de plus 2. Ah, là, je bouge les bras comme ça, fait que j'ai un bonus de plus 1. mais moi, j'avais entendu parler que les règles étaient quand même cool. Ça a l'air chouette C'est, quand même, parce que la ouais. magie est vraiment C'est comme, freeform. ouais, c'est ça, c'est du freeform. Je serais quand même curieux. Je trouve ça quand même cool. En Ah ouais, pour concept. Je vrai, sais pas si en pratique c'est le fun, mais en concept, je trouve ça cool. je suis curieux. Je vais peut-être forcer mes amis à jouer bientôt. Je- Toujours tough de faire comme Hey, ça vous tente-tu de jouer à un jeu de rôle, mais peut-être pas de D&D? Tu sais, il faut que tu aies un bon pitch, là. C'est comme D&D, mais vous êtes tous des magiciens, dans le fond. Puis ça se passe dans notre monde, mais dans le Oui! temps, là. Ouais, C'est ça qui est cool aussi, c'est que le ouais. monde Ars Magica, c'est l'Europe Mm. médiévale du Ouais, 13e siècle, ouais. Je trouve ça mais quand même cool. magique. Ouais, Je trouve ça quand même cool. écoute, je suis curieux. Fait que sans plus tarder, hey, parlant de personnages, comme dans Ars Magica, on en a plusieurs. C'est peut-être un bon point d'entrée pour se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un personnage est juste pas viable? Parce que j'ai posé la question sur nos réseaux sociaux et on a eu plusieurs réponses. Est-ce que tu vas en entendre quelques-unes pour peut-être nous inspirer? J'aimerais ça, ouais, j'aimerais ça savoir ce que le monde en pense. On a eu toutes sortes de réponses, hein. On a eu des choses comme pour moi, le pire personnage est un personnage qui n'est qu'une mécanique. Je comprends qu'on veut essayer des nouvelles mécaniques, mais tu sais, un personnage qui est tellement bien pensé côté combat que son tour prend 10 minutes à jouer, mais dès que tu lui demandes un peu d'infos sur son background, il sait rien. Il y a cet élément-là. On a, là, on nous parle de certaines anecdotes. Il y a un personnage ici qui dit, je nommerai pas de nom, là. Je veux assurer l'anonymat des gens, mais il a fait une campagne où est-ce qu'un personnage était un tank absolu. Il était rendu à 47 de classe d'armure et c'était rendu tellement difficile que le maître de jeu n'avait pas le choix de tricher pour que la tension demeure autour de la table. Donc, on a déjà des idées sur les mécaniques, des personnages optimisés. Est-ce que c'est ça qui fait un mauvais personnage? On a encore la même réponse. Un personnage qui est un min-maxeur. Donc, un personnage qui, peu importe des avantages, limitations et dons, du moment que ça les rend plus forts. Donc, obsédé uniquement par les performances mécaniques, mais on parle aussi, bien sûr, de la blague ambulante. Par exemple, il y en a plusieurs qui parlent de, pour ma part, les personnages qui sont imbuvables sont les personnages caricaturaux, imitant sans cesse le donjon de Nahulbuck et cherchant toujours à placer des répliques rigolotes. Chouf. C'est vrai que c'est une bonne question, hein, parce que ça pourrait être facile ici de dire ça dépend des goûts, ça dépend de votre partie, ça dépend de votre style. Mais je pense qu'il y a certains archétypes que d'entrée de jeu, on est, on sait qu'on va partir avec une campagne difficile quand on se fait annoncer certains types de personnages. Toi, Pierre-Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Y a-tu un red flag, un truc que tu entends parler dans un personnage que t'es comme ouf, ça faut que je dise de quoi. Oui, oui, et tu sais, bien entendu, tout ce que je dis là demeure
confidentiel. Non, c'est pas vrai. Ok, Non, ouais. tu vas Non, parler de mais quelqu'un, là. tout ce que je dis là demeure personnel, dans le sens que c'est pas la vérité absolue. C'est mon opinion très propre, là. J'ai une opinion comme une autre. Et quelques petites choses qui peuvent me faire lever un sourcil, qui peuvent me remettre en question, ou tu sais, me faire réfléchir sur genre la validité ou à quel point est-ce que ça doit être le fun de jouer avec ce personnage-là. C'est, ben, tu sais, entre autres choses, un personnage qui, je dirais, déjà un personnage qui est déjà complètement euh, préfet avant même le contexte ou le concept de la partie. Tu sais, je sais pas Ah si tu as ouais. déjà vu ça passer des fois sur les réseaux sociaux, des gens qui disent Hey gang, j'ai un voleur niveau 4 ou j'ai déjà un personnage voleur tout préfet. Y a-tu comme des gens qui cherchent des gens pour une partie? Puis là, je suis comme Hi! À quel point est-ce que tu es déjà cadré dans quelque chose, là? C'est pas dans quoi tu t'embarques, tu sais. Et ça me fait lever un sourcil parce que ça me donne l'impression que justement, le personnage est comme peut-être trop réfléchi en soi. C'est un personnage pour moi qui est trop réfléchi, je trouve que c'est presque problématique. Qui est qui est trop perçu comme un personnage principal, en quelque sorte, c'est problématique. Alors que c'est un jeu de rôle, c'est souvent un jeu d'équipe. Et ça Ouais. reste pour moi la primordiale. Ça reste une des choses les plus importantes à prendre en considération. Ouais, des fois, t'as l'impression que c'est comme si le joueur avait déjà un petit peu écrit l'histoire de son personnage dans sa tête. C'est-à-dire passé, mais aussi futur. Ouais. Il entrevoit déjà, ah ouais, c'est cool parce que ce genre de personnage-là, je vais pouvoir faire ça, puis là, je vais faire ça, ah, puis là, je pourrais faire ça, puis là, ah, je pourrais faire ça. Puis des fois, il a déjà visualisé son personnage tellement loin dans l'avenir qu'il va être extrêmement déçu quand il va être confronté à une partie qui reflète pas ce qu'il y avait dans sa tête ou dans son esprit, parce que c'est ça le jeu de rôle. On peut pas Oui, complètement. prévoir. Tu peux mourir dans 2 sessions. Oui, oui, définitivement. Fait que ça, pour moi, c'est un red flag parmi quelques tant d'autres, là. Je te dirais, ça, c'en est quand même un bon, mais tout ce qui tourne autour, justement, de l'espèce d'effet très centralisateur où est-ce que ton personnage, tu vas immédiatement lui donner un background qui doit faire une vingtaine de pages pour une partie qui commence, puis dans le contexte de la partie, vous êtes tous des personnages niveau 1. Il y a quelque chose qui bug pour moi parce qu'il y a une surpréparation qui est problématique, mais ça, c'est encore une fois, c'est dans ma manière de jouer. Moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup dans la création pendant le jeu, tu sais, même à la limite, la création de personnages, la psyché de ton personnage, tu la construis pendant le jeu, pendant que tu vis les expériences, puis ça te permet en quelque sorte de définir ce que ton personnage représente et ce qu'il est. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, avoir justement un personnage qui est très complet. Mais en soi, pour Mhm. moi, un personnage complet, c'est pas un défaut. Ce qui est un défaut, selon moi, ou ce qui est un problème, c'est quand justement ce personnage-là ne reflète pas la réalité de la partie ni l'ambiance qui va être véhiculée autour de la table, je crois. Ouais. Écoute, moi, je suis curieux parce que je pense que c'est ça le bout qui est le plus intéressant pour moi, là, mais si il faut nommer un nom, puis pas un nom de joueur, parce qu'on s'entend, on a Benjamin Désir, non, c'est pas parlé, vrai. écoute, on a parlé des joueurs à problème par le passé, mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que même d'excellents joueurs de jeux de rôle, puis moi le premier, là, j'ai moi-même déjà créé plusieurs personnages qui fonctionnaient pas. C'est que on savait qu'on n'aurait pas de fun, puis qu'on a tout un peu forcé l'idée. Le personnage a évolué aussi. Je veux dire, un mauvais personnage, ça peut être créé par n'importe quel type de joueur, je pense. Moi, fait que, je suis curieux, je te le demande, sans nommer le nom du joueur, c'est quoi le pire personnage que tu as vu? C'était quoi son nom? Qu'est-ce qu'il faisait? Et qu'est-ce qui fait qu'il est resté dans ta mémoire comme un des pires personnages que tu as vu dans une partie? C'était dans une partie du jeu de rôle du Seigneur pas du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones. Oh, intéressant. Ouais. Oui. Et le personnage s'appelait, je m'excuse d'avance, il s'appelait Scrotomo. Et, et ça l'a. En fait, c'est que c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas du tout un personnage ancré dans le contexte de jeu. C'est ça qui est problématique. C'est pas un personnage de Game of Thrones, c'est un personnage pour justement une game niaiseuse de Donjon Dragon un soir entre amis pendant qu'on est sous sa brosse.
C'est ce personnage-là, Scrotomo, qui était un chef de bandits de grand chemin qui devait attaquer des nobles dans le coin des Lannister. Ben, juste en concept, ce personnage-là, tu dis, il devrait pas être dans Game of Thrones, il devrait être dans D&D, une partie un peu funnée le soir. Tu sais, t'as comme tous les personnages qui sont là, OK, Lancel Lannister, puis plein de personnages comme ça, et t'as Scrotomo, le bandit de grand chemin. Pour moi, je trouve que ça gâche énormément l'expérience de jeu autour de la table. Ça brise le sentiment, tu sais, le sensus, c'est quoi déjà le terme? C'est Suspension of disbelief. ouais, suspension of disbelief. Ça brise ce sentiment-là. C'est quoi Suspension déjà? de l'incrédulité. Oui, ben, oui, mais c'est exactement ça, en fait, je pense. Ça Ouais. brise vraiment ça parce que tu me sors du contexte de jeu, puis la suspension consentie de l'incrédulité, c'est ça. Ou est-ce Mais que tu j'avoue que dis, on le sait, ouais. le sait qu'on joue un jeu, mais on respecte la norme établie. Mais l'idée, c'est que je pense que tout le monde vient à la table pour différentes raisons. Mais quand tu as l'impression que la majorité des gens à la table sont là pour faire Hey, on va vivre comme une histoire inspirée de l'œuvre de George R. R. Martin, une Mhm. intrigue politique, peut-être développement de personnages, trahison, puis que tu as tout le long cette écharde dans ton pied de Ah man, mais là. Scrotomo est là, tu sais, puis t'essayes de pas perdre cette espèce d'immersion-là, de genre juste être dedans, là, puis vouloir construire cette histoire-là, puis t'es comme, tu pourrais-tu juste changer le nom de ton personnage? Excuse-moi d'essayer de t'imposer ça, mais ça, j'en ai eu beaucoup des Scrotomos, là. Puis Euh, moi-même, je suis je suis très coupable dans ce sens-là. Mes noms de oui! personnages mes noms de personnages ont souvent pas de maudit bon sens, mais j'ai au moins l'impression que je respecte un peu le cadre établi quand c'est comme très générique ou autre. Là, tu sais, dans Game of Thrones, j'appellerais pas mon personnage Scrotomo, puis je l'appellerais pas Rabin point point. Là, tu sais, ça n'a pas rapport. Là, Ouais. Ben, écoute, moi, tu vois, là, je suis certain que si on creuse, on va en avoir une couple, là, parce que juste moi, je pense que j'en ai 3-4 déjà d'entrée de jeu. Vas-y. Puis je m'excuse d'avance. Je dirais pas c'est quoi le nom du joueur. On va le reconnaître rapidement. OK. Vas-y. On a joué avec un personnage qui s'appelait Imash. Imash, c'était son prénom et son nom de famille, c'était Dlamad. Imash Ah, Dlamad. Puis Imash Dlamad, son, son deal, c'est que c'était un drachéide qui vénérait un dieu oublié. Fait qu'on jouait à Donjon Dragon dans les royaumes oubliés. C'était dans notre parcours de la tombe de l'annihilation. Puis Imash, son deal, c'est que son dieu faisait en sorte qu'il il se considérait extrêmement supérieur aux autres. Fait qu'il était vraiment dans une dynamique où il était constamment en train de rappeler aux autres que les drachéides étaient supérieurs, que les humains étaient niaiseux, ils comprenaient rien. Et il était dans une espèce de dynamique de confrontation perpétuelle avec tout le reste de l'équipe. Je pense qu'on était capable d'apprécier le fait que c'était euh, euh, un peu à la blague, parce qu'on connaissait le joueur, puis le joueur est quelqu'un d'agréable, énergique, plutôt grand, un peu bruyant par moments. Euh, tu sais, c'est un on bon savait mime, qu'il je pense. on savait qu'il voulait pas mal faire, Ah, mais il était tellement dans une dynamique de confrontation que lui-même était en train d'écrire la propre histoire d'Imash, que Imash était le souffre-douleur du groupe. Personne hmm. aimait Imash. Puis c'était pas nous, les joueurs, qui n'aimions pas le joueur incarnant Imash, mais c'était que le personnage était tellement désagréable que forcément, dans la fiction de l'histoire, tout le monde était comme bon, Imash a survécu, et tout le monde était un peu déçu de la chose. Mais trouves-tu que ça a comme dépassé le contexte de jeu à un certain point? Presque, parce que je sentais que ça l'affectait. Parce que je sentais que quand le joueur se présentait avec son personnage, il finissait par retomber toujours dans ces bottines-là où Imash était toujours dans. Il y avait comme. Sa seule joke, c'était que il voyait le fait qu'il était supérieur aux autres. Puis à un moment donné, ça l'affectait personnellement parce qu'il réalisait que ce personnage-là était pas aimé par l'équipe. Puis même s'il essayait de redresser les choses, il y avait comme un dommage qui était un peu fait. Puis il avait été Ouais, je vraiment comprends.
campé dans cet archétype-là. Fait que ce qui est arrivé, c'est que le joueur, à un moment donné, a juste abandonné, puis il a vraiment mis Image dans une situation où c'est sûr qu'il était pour périr. Puis, je veux dire, c'était intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est que quand tu écris une histoire, tu as besoin d'antagonistes. Puis, tu sais, on en voit plein, là. Tu sais, peut-être que vous avez écouté le dernier Deadpool ou. Tu sais, il y en a plein des films comme ça où on a des anti-héros, des personnages qui ont des caractéristiques qui sont pas sympathiques. Tu sais, tu comprends? Qui sont gossants, qui font des jokes, qui niaisent le Mhm. monde. Euh, mais ça, dans une improvisation ou un jeu de rôle, sur le long terme, c'est que ce personnage-là, peut-être sur un one-shot, c'est pas si pire, mais si vous avez un personnage qui est désagréable, puis que c'est ça son move signature, puis qui revient à chaque session pendant 2, 3, 4 mois, à un moment donné, vous-même, vous allez être épuisé par ce que ça demande incarner ce personnage-là. Puis c'est dur. Moi, je sais que des fois, d'incarner comme comédien des personnages qui sont désagréables ou qui sont perçus comme désagréables, ça peut avoir un impact à mener sur l'interprète. Parce que t'es comme, Chris, là, j'ai l'impression que le monde, il... C'est ça, j'en ai quelques-unes des anecdotes aussi là, de comédiens et comédiennes qui ont incarné des personnages qui ont une caractéristique difficile à jouer parce qu'ils sont perçus comme un personnage négatif dans une série ou dans une pièce. Puis à un moment donné, ben, l'appréciation que les gens ont de toi, ça peut finir par t'affecter. Fait que moi, ça, c'est sûr et certain que si vous pouvez retenir une chose de l'anecdote de Image, c'est de jouer un personnage qui est fait, qui est designé pour être désagréable. C'est une recette pour être malheureux. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que Ben, en c'est... fait, surtout dans un contexte où c'est pas un peu le concept de la partie, tu sais, dans le sens que j'ai pas d'exemple rapidement comme ça en tête, mais je sais que tu sais, ça existe des jeux où est-ce que foncièrement les personnages vont incarner, tu sais, les joueurs et les joueuses vont incarner des personnages qui sont potentiellement désagréables ou tu sais, potentiellement mal intentionnés et même entre eux. Puis on dirait Mhm, qu'à un certain point, quand c'est la prémisse du jeu, ça me dérange moins que justement une partie plus générique, par exemple, de Donjon Dragon, où là, tout le monde a un peu la même préconception de à quoi ressemble une partie et que dans le lot, il y a un personnage qui est comme absolument insoutenable, Image, si on peut le mentionner. Et fait que non, je trouve ça intéressant que tu partages ça, mais je serais curieux de savoir, Pierre-Louis, avec une rétrospective de tes parties, tout ça, puis même que mhm. tu l'as comme laissé sous-entendre tout à l'heure, avec une rétrospective de tes expériences passées, est-ce que tu as déjà réfléchi après fait à une situation spécifique où tu t'es dit, hey, mon personnage était vraiment, vraiment insoutenable. C'était vraiment pas un bon personnage dans cette game-là. Hmm. C'est une bonne question. Je pense que j'ai grandi beaucoup. Puis je pense que il y a... quand j'étais jeune, ce qui faisait que mes personnages étaient extrêmement désagréables, c'est que je m'emballais des fois et je faisais des personnages qui voulaient vraiment prendre le lead. Mhm. C'était peut-être une déformation du fait que j'avais fait beaucoup, beaucoup maître de jeu, mais je me souviens spécifiquement mené d'avoir fait un personnage qui euh, insistait plutôt que de faire l'aventure préparée par mon maître de jeu, mais pour convaincre les dirigeants locaux de nous aider à régler ce problème-là. Fait que, tu sais, le personnage qui est vraiment, qui va à contresens de ce que le maître de jeu a envie de faire. Tu sais, le maître de jeu qui est un maître de jeu qui avait 16 ans à l'époque, là, tu sais, fait que pas beaucoup d'expérience, première partie, il a préparé un petit donjon, faut qu'on aille là-bas, puis là, tu as un personnage, mais surtout un joueur qui est comme, non, 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 hey, on va pas dans le donjon, attends, c'est bien trop dangereux, pourquoi vous nous engagez à faire ça? Vous allez nous donner des gardes pour qu'on y aille, puis tu sais, qui fait toute la soirée axée là-dessus, là, tu sais, qui cède pas, qui veut vraiment engager du monde. Je, je pense que c'était peut-être une espèce de malentendu dû à nos inexpériences collectives, parce que je pense qu'on aurait pu trouver une façon que ce soit le fun, puis que je puisse engager du monde pour aller faire le donjon. Mais je pense que moi, à ce moment-là, c'était l'intransigeance. C'est de genre, non, non, moi, je vais pas dans le donjon. Je vais pas faire l'aventure. Tu comprends? Mhm. Un personnage qui veut juste pas euh, jouer le jeu. C'est ça le jeu, tu sais, Ouais. Chris. Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, oui. Puis, toi, ça me fait réfléchir à un certain point.
Je lisais sur Internet, justement, en prévision à notre échange, je lisais des discussions concernant le sujet en soi. Tu sais, qu'est-ce qui fait un bon personnage? Qu'est-ce que fait un bon personnage? Et il y a des réflexions que je trouvais vraiment intéressantes qui, au final, rentraient en contradiction avec d'autres affirmations qui Mm. étaient dites par certaines personnes concernant, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disaient, ah, tu sais, une approche, ton personnage, il faut qu'il soit réaliste, il faut qu'il y ait des motivations, il faut qu'il y ait une certaine profondeur et tout ça. Et là, j'étais comme, OK, mais il y avait justement d'autres propos que je trouvais qui me rejoignaient plus en matière de qu'est-ce que je peux considérer comme un bon personnage. C'est que, au contraire, tu recherches pas le réaliste dans ton personnage. Mm. C'est pas un personnage profond que tu vas créer. C'est un personnage qui va être en cohésion avec la partie. Puis même un point, tu as le travail, toi, en tant que joueur ou joueuse, de briser, modifier, twister, changer ton personnage pour que ce dernier-là concorde avec justement les attentes de tout un chacun et que Mm. ça soit au final une expérience qui va être véhiculée de façon plaisante pour tout le monde autour de la table et que ce personnage-là, au pire, sa personnalité, sa morale, ses valeurs vont faire des 180 degrés si c'est pour que ça soit le fun pour tout le monde. Ça, pour moi, je considère que c'est un bon personnage. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vu une vidéo de Matt Colville cette semaine, qui est probablement une des personnes qui m'ont le plus inspiré à commencer la chaîne Jeux de rôle. Mhm. Puis, son vidéo s'appelle simplement euh, Qu'est-ce qui fait un bon personnage? Puis, il y a 3 points. Puis, ce que j'aime de Matt Colville, c'est quand il fait ça, là, quand il fait juste dire 3 affaires qui sont évidentes, mais qui remplissent tout ce que tu as besoin de remplir, là. Tu sais, ce qu'il prétend, c'est que ton personnage, pour que ce soit un bon personnage de jeu de rôle, il faut que tu aies le goût de jouer ce personnage-là. Il faut que les joueurs aient le goût de jouer avec ton personnage. Ouais. Puis il faut que le maître de jeu ait envie de jouer avec ce personnage-là. S'il y a un de ces 3 éléments-là qui sont pas là, c'est sûr que ça va chier. Même si ton personnage a un backstory insane, même si tu l'incarnes en prenant une voix, même si ton build est Mhm. parfait puis fait du 47 dégâts par round, si ces éléments-là sont pas là, vous allez vous faire chier, guys. Oui, je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Au final, c'est ça. Je pense que c'est ça un bon personnage, là. Le plaisir que tu as à le jouer, mais le plaisir que les autres ont, puis le plaisir à pouvoir faire évoluer le monde autour de lui dans la partie avec le Mhm. maître du jeu. C'est absolument ça. Pour moi, c'est ce que je veux considérer comme un bon personnage. Aussi bien que il va être aussi peu réaliste, puisque justement, sa personnalité ou ses morales ou ses objectifs, ses motivations vont changer en cours de route. Si ces changements-là permettent le bon déroulement de la partie et que ces changements-là permettent à une bonne entente autour de la table, c'est pour moi un bon personnage. Ah oui, parce que je pense qu'il faut vraiment mettre en contexte qu'on ne fait pas un personnage d'une série télé, d'un film ou d'un roman. Mhm. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence majeure entre un protagoniste d'un jeu de rôle et un protagoniste d'une œuvre écrite. On ne sait pas comment le personnage du jeu va évoluer, puis le jeu ne vise pas, à mon avis, dans la plupart des cas, l'exploration de ce personnage-là et de ses motivations-là. Puis je pense que si tu pars du constat que tu vas faire une recherche de personnage avec la même profondeur que tu explorais pour t'apprêter à jouer un grand rôle dans un film américain, mais je pense que tu te plantes déjà un peu à la base parce que il faut que tu penses aux autres joueurs quand tu crées ton personnage. Tu peux pas juste penser en fonction de ah, ça va être cool parce que là, je vois très bien où est-ce que je vais pouvoir avoir ma courbe de personnage, je vais réaliser ça un Mhm. moment donné. T'écris pas son histoire. Son histoire va s'écrire à la table collectivement, mais Mhm. c'est encore plus important que les autres joueurs aient envie de jouer avec toi. Fait qu'il faut vraiment être un joueur d'équipe. Mhm. Je suis Ça, absolument d'accord. ouais, ça doit. C'est absolument d'accord avec ça. Puis ton personnage, moi, je pense qu'il peut avoir 1000 défauts, mais tant qu'un de ces défauts, c'est pas je suis pas capable de travailler en équipe, tu vas pouvoir fitter dans une partie de jeu de rôle. Mhm. C'est dur parce que la plupart des jeux de rôle partent du constat qu'il va y avoir plusieurs joueurs. Puis si tu joues en solo avec un maître de jeu, là, tu peux te permettre beaucoup d'autres choses, mais ne serait-ce que par la nature de l'activité, si t'es comme, oh non, moi, je suis le fameux loup solitaire. Tu sais, ça aussi, c'en est un bon cliché de personnage difficile à écrire jouer, là. C'est un super bon archétype
pour faire un personnage dans une série de romans fantastiques, par exemple. Mais dans un jeu de rôle, jouer un loup solitaire qui est incapable de travailler avec les autres, qui parle pas, qui se garde complètement pour lui, qui va aller explorer en solo, qui explique pas aux autres qu'est-ce qu'il s'en va faire, tu vas vraiment faire chier les autres joueurs. Mhm. Puis le background de ton personnage peut être absolument incroyable et tu peux absolument bien le jouer. Je pense que ton maître de jeu, puis moi, potentiellement, si je suis là, va Hmm. trouver ça vraiment pas plaisant. Ce sera pas à mes yeux. Puis encore une fois, c'est très personnel, mais ce sera pas à mes Oui. yeux un bon personnage. Ouais, je pense qu'il y a cet élément-là, de ne pas perdre de vue la nature du jeu collectif qu'on fait. Puis Ouais. c'est vrai que c'est important que le personnage plaise au maître de jeu. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, comme maître de jeu, c'est une des leçons aussi que j'ai tirées là, de toutes ces expériences-là avec des personnages qui me plaisent moyen, c'est d'essayer de le dire plus tôt dans le processus quand je vois des red flags. Mhm. Fait que quand quelqu'un arrive avec un personnage, puis le nom, ça se peut pas, ou quelque chose me froisse, j'essaie de le dire vite. Euh, Ça s'est-tu déjà arrivé? Je serais curieux d'avoir un exemple. Ça t'est déjà arrivé dans la préparation même d'une partie que là, les joueurs, joueuses préparaient leur personnage et qu'il y a des idées qui ont été lancées, puis tu as fait Hey gang, vois-tu, tu sais, je suis pas sûr que ça c'est une bonne idée parce que j'ai l'impression que ça va peut-être soit créer de la tension autour de la table ou que ça va peut-être être problématique dans certaines situations. ouais, je le dis souvent avec Etugame. Tu sais, parce que là, souvent, en plus, avec Etugame, on crée des parties qui vont être diffusées sur Internet. Puis au départ, il y avait beaucoup ça. C'était beaucoup, on niaisait, puis on connaissait pas encore les jeux de rôle. Fait que tout était un peu à découvrir. Tu sais, on se réappropriait le médium. Puis j'ai laissé passer des choses, tu sais, des personnages qui ont des noms en blague, qui ont des passés avec des éléments troubles qui sont une blague pour eux autres, mais pour moi, j'étais comme, ah, ben ça, c'est un peu veg, hein. Puis, graduellement, quand on fait les sessions zéro de création de personnages, ben là, je le dis, quand les gens arrivent avec un personnage qui a un nom qui se peut pas, qui est un jeu de mots, je vais faire comme, ah ben, je préférais qu'on. Tu sais, étant donné le ton de la partie, puis ce qu'on veut présenter, j'apprécierais qu'on prenne une approche un petit peu plus réaliste. Tu sais, fait que j'ai commencé à le dire beaucoup, mais tu vois, il y a certaines parties encore où mes games maison, on déconne encore beaucoup, tu sais. Puis je sens que c'est le plaisir des joueurs de déconner, de faire des personnages qui sont un peu plus, euh, comment dire, caricaturaux, tu sais. Mais tu vois, on dirait qu'à ce moment-là, ça me dérange pas quand on est tous dans le même vibe, puis que je sais que la partie va rester entre nous. On la diffusera pas. Il n'y a pas d'enjeu de créer une bonne histoire, un meilleur show, essayer d'être de plus en plus pertinent, de ne pas remâcher toujours la même joke sur Internet. Mais ouais, j'essaie de le dire. Mais c'est pas facile, hein? Puis c'est pour ça que c'est important de le mentionner, pour que les joueurs l'aient en tête quand ils créent leur personnage. Parce que le nombre de fois qu'un personnage va arriver, puis t'es comme, ah, je sais pas trop, puis t'es comme, ah, ok, ben, ouais, ouais, ok. Fait que c'est un peu de vérifier vous-même avec votre maître de jeu quand vous avez une idée un peu folle de faire, hey, Mhm. je check. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Vas-tu? Parce que ce qui va arriver, c'est que si votre idée est trop niaiseuse, puis que votre maître de jeu est trop check-in pour vous dire qu'il n'aime pas votre idée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lentement délaisser votre personnage. Il va Mhm. genre quiet quitting votre personnage. C'est quoi ce Mhm. concept-là là, de donner moins d'amour, moins d'attention? Oui, c'est ça, Euh, une espèce de séparation soft, là, où est-ce que tu fais juste pas rappeler la personne. Tu sais, elle va ghoster, là, en quelque sorte, une personne de ghostage. Puis ça peut affecter l'ensemble de la partie. Tu sais, si votre Oui, personnage est trop lourd, votre maître de jeu n'a pas le courage de vous le dire, ça peut carrément tuer votre game. oui. Puis c'est intéressant parce que c'est souvent quelque chose qu'on voit revenir dans la majorité des jeux de rôle quand on lit l'introduction, qu'on lit la section sur le DM, il y a tout le temps la fameuse phrase Soyez fan de vos personnages, tu sais. Fait que c'est un Ouais. peu ça, tu sais. Un bon personnage, c'est un personnage que le maître de jeu va être fan de lui. Puis je pense que ça va au-delà du fait d'être fan de la personne qui le joue, là. C'est être fan, c'est d'avoir un personnage qui va bien cadrer
camper dans un contexte de jeu que le maître de jeu passe du temps à devoir le peaufiner, à devoir le mettre en place, à devoir le préparer et que le personnage s'engence bien là-dedans, je pense qu'on va rapidement être plus fan de ce personnage-là dans ce contexte-là. Ouais, puis, tu sais, on en avait parlé un petit peu, mais c'est vrai que ça arrive sans qu'on le veuille, mais des fois, on développe des petits kicks pour des personnages. On Mhm. a comme une espèce de petit. On le dit pas nécessairement à voix haute, mais on fait comme, hey, il est vraiment cool, ce personnage-là, tu sais. J'aime vraiment ça, comment il évolue. J'aime ça, les choix qu'il a fait. J'aime l'imaginer dans une scène. Il y a beaucoup de personnalité. C'est pas nécessairement son backstory ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est juste les choix qui sont faits. Des fois, c'est juste de savoir, ah, je peux compter sur lui. Il va m'offrir une bonne scène. Mhm. Tu sais, il va être présent, il va être à l'écoute, il va savoir où se placer, pas trop prendre le spotlight, mais pas non plus me laisser l'oublier. Tu sais, il va me rappeler sa présence. Ça, j'aime vraiment, vraiment ça aussi. Savoir que je peux me fier sur un personnage que j'aurais pas à mettre trop d'efforts pour que ce personnage-là s'incarne dans quelque chose que je peux imaginer dans mon histoire. Tu sais. Oui. Intéressant, ça. C'est vraiment intéressant parce que ça devient très méta en même temps. Tu sais, le Hum, personnage, c'est pas juste un personnage, là, c'est quelque chose d'autre. Là. C'est un outil qui est aussi utile pour le maître de jeu, autant pour le maître de jeu que pour le joueur et la joueuse. Tu sais, c'est un carburant pour l'histoire en soi. Ce n'est pas juste un ouais. carburant pour son histoire personnelle, mais pour l'histoire avec un grand H. Là. Fait que, non, je trouve ça intéressant. Ouais, puis c'est fou, hein. C'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que ça devient un petit peu une petite magie, mais moi, je me souviens, j'ai des personnages qui avaient zéro backstory, là. Du moins, tu sais, tu comprends, il y a un personnage dans une partie que j'ai roulée, il m'avait pas donné comme 2 pages de texte sur qu'est-ce qu'il était, c'est quoi son passé. Il parlait pas beaucoup, mais il était là. Puis tu savais que l'équipe comptait sur lui. Puis en plus, son personnage était assez silencieux. C'est le genre de personnage un peu, tu sais, grosse, brute, mais un peu sensible, qui était très à l'écoute des besoins du groupe, qui était toujours en arrière-plan, toujours assis, attentif, comme s'il guettait pour un éventuel danger. Puis dès qu'il faisait une phrase, là, c'était toujours des phrases courtes, là, du genre, pas de trouble. Tu sais, genre, compte là-dessus. Puis, tu sais, genre, tu savais que le groupe pouvait compter dessus. Moi, je le trouvais cool parce que je l'imaginais toujours dans scène en arrière en train de faire de quoi puis de se rouler une cigarette ou je sais pas quoi. Puis en plus, le joueur, je pense qu'il appréciait vraiment faire comme je sens que mon groupe m'apprécie parce que quand il y a un danger, je suis là pour les aider. Tu sais. Ils n'ont pas Mhm. peur que j'ai trahi, ils n'ont pas peur que je les juge. C'est toujours le petit danger de vouloir jouer un personnage qui a une tendance à être arrogant, condescendant, par exemple. Tu sais. C'est pas Mhm. toujours facile à faire. C'est intéressant. Pour vrai, c'est intéressant. Puis surtout, ça me fait réfléchir en même temps. Juste pour ce que tu mentionnais tout à l'heure, je- on dirait que j'ai l'impression que justement, un bon personnage, c'est un personnage aussi qui va justement évoluer au fil de la partie pour, en quelque sorte, oui, avoir sa base et être déjà comme complet en partant, mais qui va justement évoluer selon ce qui se déroule en jeu pour rester je veux dire, rester en cohésion avec la partie en soi et ainsi justement rester un peu central à tous les événements qui peuvent se dérouler, mais en même temps, avoir l'influence de tout ce que les personnages ont vécu, de tout ce qu'ils vont vivre également. Je trouve que Mhm. ça démontre une certaine richesse, mais une certaine profondeur dans une évolution de personnage. Puis j'ai l'impression que plus on respecte ça, plus justement le maître de jeu va avoir la facilité à être fan de ce personnage-là. Parce que justement, il est tout le temps justement en égalité avec ce qui se déroule en partie. Tu sais, je veux dire, un personnage, tu as sûrement déjà vécu ça, là, justement, toi, en tant que meneur de jeu qui prépare une partie, une campagne, par exemple, une campagne préfaite, genre tu sais, Curse of Strahd ou même Mhm. celle que tu avais faite avec qui se déroule à Waterdeep, mais que tu as un personnage qui Mhm. met vraiment excessivement l'emphase sur une section de son histoire qui n'a aucun lien avec ce qui se déroule en jeu. Mais Mhm. éventuellement, tu as l'impression que tu vas peut-être un peu te détacher, comme tu le mentionnes, toi, en tant que meneur de jeu, tu vas avoir moins d'importance parce que tu peux pas rester focusé sur une histoire, une side story, puis trop longtemps, parce que ça va faire en sorte que tu vas délaisser complètement les autres personnes qui sont autour de la table. Puis là, à ce moment-là, moi, je considère que c'est problématique. Mhm. Ouais. Ouais, puis, tu sais, je pense que c'est une grande leçon aussi de raconteur d'histoire de se dire,
hey, mon personnage, il a vécu des choses. Peut-être que je les ai imaginées, peut-être que je les ai écrites, mais elles n'ont pas nécessairement besoin de faire partie du jeu pour qu'elles soient valides. Tu Mhm. comprends ce que je veux dire? Tu sais, Oui, 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 oui. puis tu sais, moi, ce géant-là qui disait presque jamais rien, moi, dans ma tête de meneur de jeu, j'ai imaginé plein de choses de son passé, même si on n'a jamais exploré son backstory, pas une miette. Je sais même pas s'il avait écrit une ligne sur son passé, tu sais, mais je l'imaginais. Puis il y avait certaines choses, des fois, qu'il disait, qui pouvaient laisser sous-entendre qu'il avait connu la guerre, la difficulté, mais il en parlait jamais. Puis c'était encore plus intéressant qu'un personnage qui parle sans arrêt de son passé, tu sais. Puis qui fait ah, ben, vous savez, mon personnage, moi, ça a été le prince d'un grand empire, mais il a été renvoyé, nanana. Tu sais, le fait de raconter tout ça, de ce backstory frette-là que tu énumères, ah, vous savez, moi, quand j'étais jeune, mes parents sont morts, nanana. Tout le monde s'en fout, là, tu sais. Tout le monde est comme, raconte-nous ça vite, vite, mais après ça, on peut-tu retourner à l'aventure qu'on joue? Fait que je pense que C'est drôle. c'est plus fort si vous avez cette histoire-là, mais que vous le laissez sentir plutôt que de le dire. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, c'est comme, c'est en quelque sorte, c'est pas nécessairement. Ça montre que c'est pas nécessairement justement l'histoire de ton personnage qui est intéressante, mais plutôt la manière que tu vas le jouer qui va plus être marquante pour toi, mais aussi pour les personnes autour de la table. Parce que si on reprend ton personnage que tu fais mention, tu dis qu'on ne sait rien de son histoire, mais c'est de la façon que le joueur le jouait qui le rendait aussi unique puis aussi intéressant aussi à voir. Tu sais. Des fois, c'est juste une question d'avoir quelques lignes. Là. Des fois, un bon personnage, ça peut se résumer en. Pour moi, un bon personnage, ça peut se résumer en 4 lignes. Là, tu sais. 4 lignes qui est on va dire, en cohésion avec la partie en cours et qui va en même temps offrir quelque chose d'original sans pour autant être quelque chose d'edgy, si je peux me permettre l'expression, là, sans être Mhm. le personnage bizarre du groupe, mais qui va se différencier en étant justement être un personnage qui va attirer l'attention par son originalité, on va dire, le petit effet wow qu'il peut faire avec le temps. Puis on s'entend des fois, c'est pas nécessairement toujours facile à faire. C'est Ah déjà non. arrivé, là, tu sais, ça m'est déjà arrivé moi, de vouloir comme débuter une partie, puis d'avoir un personnage, puis de me rendre compte après quelques heures de jeu que je suis comme, hey, ce personnage-là, il va pas en tout dans la direction que je voulais, puis il est pas en tout aussi le fun à jouer que je pensais. Puis c'est important, comme tu l'as mentionné, faut que toi tu l'aimes, le maître de jeu doit l'aimer, mais il faut Ouais! aussi avoir du plaisir à jouer ce personnage-là. Parce que ça va paraître si tu n'as pas de fun. Ça va paraître si on prend par exemple Benjamin, oups, je veux dire le Amish, là. Amish, Il marche! Il il marche! mâche. Il mâche. Amish. Il mâche. Tu sais, si on n'a plus de fun à le jouer, ben, ça va paraître, puis ça va avoir des répercussions sur toute la ligne, en fait, compte. Sur absolument toute la partie. Ouais, puis il faut jamais avoir peur de réajuster. Tu sais, si Oui, mettons, ben tu as c'est commencé ça. à explorer, je veux dire, c'est un jeu, là, tu sais, je veux dire, même si vous êtes filmé, il n'y a personne qui va vous faire comme, hey, il n'y a plus exactement la même personne. Tous les personnages changent. Écoutez Critical Role, là, la saison 1 et 2, les personnages évoluent tellement, puis pas nécessairement juste par la logique de l'histoire, juste des fois parce que c'est comme, hey, ça c'était drôle au début, mais là, on réajuste, tu Mhm. sais. C'est normal! Donc oui, ça, c'est exactement comme je disais tout à l'heure, c'est au final, tu le changes, puis c'est pas grave, là. C'est pas grave. Pour moi, en fait, ça montre ça montre une certaine richesse, mais même un certain sérieux de la part des joueuses et des joueurs de pouvoir prendre sur toi le fait que actuellement, ton personnage, ce qui se passe avec lui, c'est peut-être problématique et que tu vas devoir le changer. Ça va au-delà du bon personnage. Je trouve que ça permet d'être aussi un meilleur joueur et une meilleure joueuse. Mhm. Ah ouais, puis croyez-moi, là, vous pouvez réellement faire hey, tu sais ce que j'ai dit l'autre jour sur mon personnage? J'aime pas ça. Puis finalement, je réalise que j'efface tout ça. Tu sais, si vous dites ça comme ça à votre groupe, je vous jure qu'il n'y a pas personne qui va faire. Mais notre canon, notre Ouais, ils vont faire comme histoire, ben c'est parce que on avait j'avais convenu que. noté. Ouais. Non, non, pas à tout. Pas à tout, Allez-y, pas à c'est tout. juste un jeu. Puis je pense que c'est important aussi de le préciser. Quand on parle de bien jouer un personnage, là, tu sais, je sais qu'on en a parlé un petit peu, on a parlé de notion d'interprétation et tout ça. Je veux que vous le sachiez. Moi, les personnages de mes parties qui m'ont le plus touché, que je me souviens le plus, c'est pas nécessairement parce que les joueurs étaient des comédiens ou des comédiennes exceptionnels. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens qui décrivaient leurs actions à la troisième personne
qui prenaient rarement la voix de leur personnage, qui étaient souvent juste dans les actions de leur personnage. Puis c'est une façon absolument valide de jouer le jeu. Vous n'avez pas besoin de... Si votre groupe le fait, si vous trouvez ça le fun, faites-le, faites des dialogues, prenez la voix de votre personnage, allez-y, si vous voulez. Mais c'est 100% possible de juste faire OK, ben moi je vais me placer là, puis là je vais sortir mon épée. Tu sais, ça, là, c'est du bon personnage aussi, tant que les joueurs ont le goût de jouer avec vous, que vous avez le goût de le jouer, puis que votre maître de jeu a envie de vous voir faire ça. Parce que je veux le savoir, je veux le dire, parce que des fois les gens pensent que de bien jouer un personnage ou de bien jouer le jeu, c'est de faire des performances dignes d'un Oscar. Tu sais. En tout. Open bar. Des- en tout cas, bref, hein. Je pense qu'on a fait le tour un peu. Là. C'est un très beau mot de la fin en termes de propos, je considère, là, ce que tu mentionnes, dans le sens que c'est au-delà du jeu avec un grand J, là, d'incarner un personnage, c'est de bien, on va dire, l'utiliser en partie. Que ce Mhm. soit, que ce soit concrètement, que ce soit en théorie, que ce soit de la troisième personne, comme tu le mentionnes, à la première personne, que ce soit simplement d'avoir une certaine logique derrière qui va de pair avec ce qui se déroule en jeu. Je trouve qu'en fait, ce que tu mentionnes concernant les propos de Matthew Coldville, c'est très vrai. Là. C'est que l'espèce de triumvirate, en quelque sorte, là, les joueurs, toi-même et le maître de jeu. Si ces trois aspects-là sont remplis, pour moi, c'est mission accomplie. Le reste, Mhm. ce sont des détails. Absolument. Fait que, écoute, sinon, pour l'instant, étant donné qu'on a reçu beaucoup de commentaires des gens, vous pouvez laisser aussi en commentaire si vous avez des personnages qui vous ont marqué. Mais je pense que ici, dans cette vidéo particulière, j'aimerais ça vous inviter à parler des personnages qui vous ont marqué positivement. Donc, un personnage qui a été mémorable pour vous, peut-être étant donné son esprit d'équipe, sa façon d'être présent, à l'écoute, d'être là pour les autres. Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là vous a marqué de façon positive? Puis toi, Pépé, en terminant, y a-tu un personnage qui t'a marqué positivement? Oui, oui, absolument. Et moi, en fait, c'est un de ceux que je rementionne le plus souvent dans la partie de Obélien, qui était joué par Félix, qui était Alphonse IV de la Fine Plume, Oui, et oui. qui était un loyal mauvais, quand même foncièrement à la base mal intentionné, qui est quand même resté mal intentionné jusqu'à la toute fin, mais qui, quand même, à un certain point aussi, avait son évolution parce qu'il développait une pensée critique par rapport à ses propres croyances, par rapport à ses propres valeurs, et qui était excessivement complexe tout en respectant un certain décorum dans le contexte de la partie. Il n'était pas complexe juste pour être complexe, il était complexe dans le sens qu'il avait le plaisir de créer un peu cette complexité au fil et à mesure que la partie avançait selon ce qui était proposé en jeu par le meneur de jeu, c'est-à-dire moi-même. Et ça, pour moi, j'avais trouvé que c'était incroyable comme expérience. Hmm. Et toi, Pierre-Louis? Bonne question. Je pense que, je sais pas pourquoi c'est ce personnage-là qui me revient souvent en tête, mais c'est un personnage que Anne-Catherine avait joué dans notre one-shot de Masque, où on jouait des super-héros adolescents. Hey, oui, oui, je sais quel personnage que tu parles. Et pourtant, je suis absolument d'accord. Et c'est drôle parce que justement, c'est un personnage qui n'a pas de rien de spécial. Non, même c'est le pire personnage. Tu sais, mais tu vois, c'est l'exemple d'un pire personnage qui était ultra positif. C'était le chef de l'équipe de ce petit groupe de justiciers masqués adolescents. Je pense qu'il s'appelait genre Patrick. Je me souviens plus exactement c'est quoi son nom, mais c'était une espèce de Robin. Imaginez, là, genre, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux vraiment. Je pense qu'il peut faire apparaître des yeux partout sur son corps. C'était ça son pouvoir. Puis, ce qui était drôle, c'est à quel point il se voyait, il était condescendant, donc il réussissait l'exploit de jouer un personnage condescendant, mais il se plantait tout le temps. Puis Anne-Catherine le mettait sans arrêt dans des situations où elle exploitait les faiblesses de son personnage. Donc, il n'y avait absolument aucune force. Il allait affronter les ennemis en faisant du kung-fu. Et c'était écrit dans les mathématiques du jeu qu'il était pour échouer. Mais ce qui était chouette, c'est qu'en se montrant vulnérable, ben, il permettait aux autres joueurs de l'équipe de venir le sauver. Puis, je sais pas jusqu'à quel point c'était un effet comique désiré par Anne-Catherine,
mais c'était tellement cool pour les autres joueurs qui, eux autres, étaient les héros comparés à son personnage. Puis ça demande énormément d'humilité comme joueur, comme, tu sais, parce que le personnage, il se met dans une situation où il est honteux, mais c'était tellement drôle, puis c'était à la fois beau pour les autres, puis c'était le chef de l'équipe, tu sais, puis il croyait vraiment fort qu'il pouvait être un bon leader, tu sais. J'aurais vraiment aimé ça le voir dans d'autres sessions parce que c'était vraiment un cool team. Toi, t'avais un métamorphe ou quelque chose de même, là? Moi, j'étais genre un extraterrestre qui est l'espèce d'extérieur. La personne extérieure comprend pas trop comment la vie fonctionne, là, qui était comme juste comme oh, je me transforme en différentes choses quand je suis stressé. Et c'était cool. Mais oui, je me rappelle qu'Anne-Catherine, ça avait été particulièrement marquant. Et c'est drôle parce que ce genre de personnage-là, comme ce qu'elle a joué, on dirait que c'est le genre de choses qui se prévoit pas. On dirait que c'est le Non, genre de choses qui se conçoit autour de la table et que tout le monde, un peu, c'est une espèce d'acceptation non écrite, là, une espèce de pacte non entendu, comme quoi tout le monde a fini par trouver ce personnage-là immensément cool pour la simple manière qu'elle le jouait. Puis je pense qu'elle-même non plus, tu sais, elle n'avait pas prévu ça là, à ce moment-là. Là. Et ça avait été vraiment marquant. Oh oui, je m'en rappelle. ouais. Elle voulait juste jouer un loser. C'était ça son. La seule affaire qu'elle avait écrit dans sa tête, c'est qu'elle voulait jouer un loser. Puis son personnage était tellement loser, mais c'était drôle, puis c'était touchant parce que tu voulais le voir s'améliorer. Moi, comme maître de jeu, je voulais mettre dans une situation où j'étais comme c'est ton moment de gloire, vas-y, Patrick, t'es capable. Puis les autres C'était voulaient le tellement bon. sauver. C'était le fun de jouer avec. Voilà. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette discussion sur les personnages. Parce qu'on s'entend, hein, la vie, c'est ça. Hein. C'est des rencontres avec des gens. Et nous sommes tous, à quelque part, des personnages de cette grande aventure qu'est la Et vie. la vie. La C'est vrai vie. que tu vas dire ça. C'est vrai qu'elle a dit ça. Oh, il est Ah, lourd, c'est ce que c'est bon. personnage. Personnage pas facile à vivre, ça. Oh, non. C'est-tu je l'ai dit?